C'est la question du leadership qui m'inspire ce matin, et non pas en raison de Nick Suzuki ou je ne sais trop quel capitaine. Mais tu sais, je pense à ce qui se passe à Ottawa, là, un leadership contesté, puis... mais Alex me regarde. Lis le journal, Alex. Non, ça va. Lis le journal. Puis il y a des élections qui s'en viennent aux États-Unis. Il y a du question de leadership, là aussi. Brady Tkachuk est contesté à Ottawa? Non, Brady, je pense que... Brady, ça va. OK. D'ailleurs, je de quoi disais, tu parles à Ottawa? on parle de leader. Sait pas. Justin Trudeau, le premier ministre du Canada. Il y a une figure. Il y a ce qu'on a appelé un putsch mou. Oui. Il y a un putsch. Apparemment, il y a un putsch mou. Député d'arrière-ban, là. C'est un putsch mou. Je voulais parler. C'est une mutinerie, Alexandre. Une molle mutinerie. Apparemment qu'il faut... Mutinerie molle. Il y a apparemment que ça prend un adjectif parce que la mutinerie serait pas, c'est ça. Mutinerie molle, moi, ça me plaît. Elle est pas... Ouais, puis d'ailleurs, on voulait te dire qu'il y en a une aussi qui au sein de tellement hockey. Au sein de So Hockey. J'ai senti. Non, mais c'est ça, je voulais vous demander des exemples de grands leaders, à part moi, là. Des exemples de grands leaders, des gens qui vous ont inspiré du leadership. Qui ont été victimes d'une rébellion. Ou encore, n'importe quoi à partir de ça. Là, quelque chose, qu'est-ce que... de même... Mais ces questions-là, des fois, il faudrait que tu nous donnes un petit moment. Non. Parce que c'est là, sûr que je peux te dire Nelson Mandela, mais c'est tellement convenu, je ne vais pas dire ça, tu comprends? Ou j'essaierais de penser à qui, moi, mettons, j'aurais connu, qui m'aurait inspiré. Ouais. Fait que là, vite comme ça, là, ça me vient pas. Là. OK. Ben, c'est correct comme réponse. Bon, mais je suis désolé. Si ça me revient durant l'épisode, peut-être que je peux... C'est ça, on peut faire ça, on peut revisiter. Non, mais je me disais peut-être que Martin va avoir une bonne anecdote de la colline. Sûrement une bonne anecdote de colline. Tu as déjà couvert une mutinerie sur la colline? Une molle mutinerie. Ou une mutinerie molle ou semi-molle? J'en ai vu quelques-unes sur la colline. Ah ouais? Monsieur Chrétien, vers la fin. Ouais, avec Paul. C'était pas beau. C'est ça, Paul Martin voulait être calife à la place du calife. Il y a eu chez le Bloc québécois aussi Michel Gauthier qui avait été contesté comme chef du Bloc québécois. T'étais pas là. Étais-tu là à cette époque-là? Oui, j'étais là. Donc, c'est en politique, c'est assez fréquent. À un moment donné, il y a des couteaux dans le dos qui se plantent. Mais ça, dans les grands leaders, dans la politique moderne... il n'y en a pas. J'ai été impressionné par Barack Obama, moi, honnêtement. Récemment. C'est pas mal tout dans les dernières années, ça a été... Tu sais, je disais de notre génération, là, parce que c'est ça, nous, on n'a pas connu... on n'a pas connu grand-chose. C'est vrai que Barack Obama, c'est pas mal... Probablement. Pas mal ça. Ouais. Pas mal ça. On l'aime bien, mais c'est pas notre pays. Fait que non. Peu, donc, c'est ça. Oui, effectivement. Moi, j'aurais suivi... C'est pas obligé d'être politique. Ouais. Non, mais je réfléchis parce que c'est plus genre les gens qui t'aiment écouter parler. Parce que... mis à part toi, là. Oui, ça, c'est évidemment au sommet de la liste. Mais parce que ça fait du bien, des fois, l'intelligence. Ouais. Ça. Barack Obama, c'est un bon exemple de ça. Moi, Danny Laferrière, plus proche de lui, ça en est du leadership positif. C'est le genre de gars que j'écouterais parler longtemps. Fait que j'aurais probablement tendance à vouloir le suivre si il me pointait ça dans une direction quelconque. Il y a quelques années, je faisais les sports la fin de semaine, puis Danny Laferrière venait au moins 4 fois par saison, puis c'était, comment dire... Ton body? Si j'étais... Peut-être qu'on y serait arrivé. C'est un gars qui ne levait pas le nez sur le sport, contrairement à bien d'autres. On y serait peut-être arrivé, mais ça me rejoint tout à fait ce que tu dis. Moi aussi, c'est quelqu'un que je pourrais écouter parler, puis de l'avoir à côté, puis... C'est un bonhomme inspirant. Ben, tu vois, donne-toi un peu de temps, Alex, puis tu vas en avoir des bonnes réponses. Mm-hmm. Je suis lent à arriver. T'es comme un diesel, un gros diesel. Je suis lent à starter. T'es lent à décoller. Mais je suis comme le petit castor. Voilà. Une fois lancé... Rien ne peut t'arrêter. Exact. Et donc, pourquoi c'était le thème du leadership ce matin? Ben, je sais pas, j'essaie de m'inspirer un peu. Parce que Martin Saint-Louis est contesté, c'est ça que tu veux dire? C'est ça que tu veux dire? On pourra y revenir. Non, c'est plus ce qui se passe à Ottawa. Tu sais, une mutinerie molle. C'est quand même pas pire, là, comme poignée. Comme titre, en tout cas. Hashtag mutinerie molle. MM. Non, mais c'est ça. J'essaie de rouler avec l'époque. Ouais. Mm-hmm. Mais c'est vrai qu'on va pouvoir en parler de Martin parce que... On va commencer avec ça même. Okay, je savais pas avec quoi commencer, avec ça règle ça. Non, mais j'ai entendu, c'est ça, hein, ça gronde. Ça grogne un peu. Est-ce que
Est-ce que les gens qui commentent le hockey sont nos confrères? Les gens qui commentent le hockey à l'extérieur de notre petit studio? Oui. Ça dépend lesquels. J'ai entendu... Moi, c'est ça. On va choisir. C'est pour ça que je pose la question. On va choisir lesquels. Mais j'ai entendu des gens de la confrérie du commentaire sportif assez frontal dans leurs commentaires. OK. Aujourd'hui, grosse visite en ville. Entre petits, on se comprend. Et essayer de marquer des buts, c'est mieux. C'est tellement OK. Épisode 347. Avec votre journaliste affecté aux affaires du Canadien, de la LNH et tellement plus. C'est vrai, hein? T'es un vrai couteau suisse. Ben, je fais ce qu'on me demande. Je suis un vulgaire exécutant. Oui. Pour être vulgaire. En compagnie de notre vulgaire exécutant. Il me semble que ça fait moi. On recommence ça. Moi. Il est votre vulgaire exécutant, notre journaliste Alexandre Gascon. Salut Alex! Ramasse donc ça, ce qui traîne à terre. Est-ce que je peux dire bonjour, là? Dis bonjour. Bonjour, messieurs. Il exécute. Et votre chroniqueur, et à l'autre bout du spectre, votre chroniqueur principal au service des sports, M. Martin Leclerc. Salut, Martin. C'est quoi l'autre bout du spectre? C'est distingué. C'est ça, ben... Distingué gars qui donne des ordres. Omniscient. Non. Penseur. Bonjour, messieurs. Content de vous retrouver. Distingué collègue. Je m'appelle Alexandre Coupal. Ben, j'aurais pas commencé avec ça. J'aurais essayé d'être plus subtil, d'être plus ratoureux. Mais ouais, est-ce que c'est un thème? Est-ce que c'est le thème, c'est le thème principal qui se dégage des derniers jours? Parce que là, le Canadien a joué samedi. Samedi, bon, confidence. J'étais au Stade Saputo. Il y avait un match de soccer important. J'étais là en civil, cela dit, mais n'empêche. Tu n'avais pas ton uniforme? Non, c'est ça. OK. Je ne vais pas te distinguer. Non, les gens n'ont pas fait la différence. Et donc, j'ai attrapé comme la moitié du match. Puis je suis arrivé, j'imagine, avec une mauvaise attitude parce que moi, je trouvais pas que je trouvais que ça ressemblait pas mal au match précédent. Mais là, j'ai cru comprendre, après avoir revu les faits saillants, les longs faits saillants, puis avoir lu ce qu'il y avait à lire, que c'était mieux. C'était mieux samedi. Je commence, parce que je disais, c'est ça, pas sûr. C'était pas extraordinaire. C'était pas tant mieux. Honnêtement, on a parlé beaucoup des difficultés des deux premiers trios en possession de rondelles. Les chiffres n'ont pas bien fait paraître dans ce match-là les deux premiers trios du Canadien en possession de rondelles. Mais j'ai trouvé qu'ils étaient plus appliqués. Le trio de Suzuki, j'ai trouvé qu'il a été plus appliqué en échec avant, qu'ils ont fait plus d'efforts de ce côté-là. Il y a eu des très longues présences des Islanders dans le territoire du Canadien là, qui ont peut-être fait pencher les choses d'un bord, mais je voyais l'effort dans cet aspect du jeu-là de dire la fameuse phrase de Martin, dire on veut jouer profondément, là, on veut s'installer profondément en territoire adverse. J'ai vu plus d'efforts déployés de ce côté-là, mais ça n'a pas été, on s'entend, le Canadien ne joue pas contre une grosse équipe. Les Islanders, c'est pas une super puissance offensive. C'est une équipe assez vieille, assez terne à voir jouer, qui a besoin de bien jouer défensivement pour gagner ses matchs. Fait que c'était pas un... C'était pas... Honnêtement, c'était pas un moment excitant. C'était pas un moment excitant. Puis le Canadien n'a pas brillé outre mesure dans ce match-là, mais j'ai vu plus d'efforts pour essayer de corriger cette tendance lourde-là qu'on voit depuis le début. Oui, OK. Je suis d'accord pour l'effort, mais au niveau du résultat, c'était encore une fois en demi-teinte. Puis là, c'est vraiment le thème du début de saison. Les meilleurs joueurs du Canadien sont systématiquement dominés par les meilleurs joueurs des autres équipes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ça va mal, Martin. Ouais. Non, parce que, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend par quel bout on le prend, mais ça peut vouloir dire bien des choses, mais si peut-être qu'ils ont de la difficulté à rivaliser avec les meilleurs. Ouais, mais là, là, c'est ponctuel. Là. Oui. T'sais, on les a vus, les meilleurs joueurs du Canadien, on les a vus être meilleurs que ça. Slavkovski, écoute, il a encore raté l'entraînement de lundi. Ça avait été le cas vendredi aussi avant de s'envoler pour Long Island. Clairement, il n'est pas à 100%. Il y a un petit quelque chose. Là. Il avait très mal à l'épaule. On l'avait vu. Oui, il y a décoché un tir dans son entraînement. Vendredi à l'entraînement. Puis le caméraman... Ça, c'est pas bon signe.
Non. Qu'un gars se blesse comme ça en décochant un seul. C'est ça, pas de contact, rien. C'est ça. Je reviens aux 2 opérations aux épaules que j'ai subies au cours des dernières années. Tu ramènes toujours tout à toi. Non, mais c'est un geste anodin. Là. Il y a une de mes épaules qui a lâché et j'étais en train d'accrocher un vélo de route qui pesait rien sur un crochet, là, puis ça a fait pouf. Alors, juste en décochant un tir comme ça, tu te dis, OK, il y avait peut-être de l'usure, de l'accrochage, un ligament qui tenait à pas grand-chose, mais c'est pas normal en décochant. Non, c'est ça. Mais probablement que c'est peut-être une vieille blessure ou c'est peut-être quelque chose qui s'est accumulé dont il n'a pas pris soin. Bon, on ne sait pas, puis pour l'instant, il n'en dira pas plus. Mais alors, lui, clairement, il n'est pas à 100%. Puis, à quelque part, c'est presque une bonne nouvelle parce que c'est pas du tout le Slavkovski de la deuxième moitié de saison. Là. Il amasse des points, mais c'était un peu des calories vides jusqu'à présent. On le voit pratiquement jamais décocher de tir, d'ailleurs, et ça peut-être qu'il y a peut-être un lien, effectivement. Mais il est beaucoup moins efficace en échec avant qu'il l'était l'année dernière quand ça allait bien. On le voit plus aller chercher les rondelles, frapper des gars comme avant, autant. Là. Alors lui, c'est un problème. Caulfield marque des buts, mais il roule à 30% de taux de conversion sur ses tirs. Ça ne durera pas. Cela dit, c'est des passes normales pour des buteurs. Un buteur qui finit à 16 ou 16% dans une année, c'est sûr qu'il y a eu une séquence où il roulait à 25-30, là, on s'entend, puis il y en a eu une autre où il était à 5-10. C'est pas l'enfer, c'est pas la fin du monde, mais ça demeure. Puis, outre ça, Caulfield, c'est pas un si grand début de saison non plus. Non. Il marque beaucoup de buts, donc c'est parfait, là, et ça colmate le reste, mais cette production-là va descendre un peu, puis s'il devient pas plus efficace dans les autres phases du jeu, ben ça devient un problème aussi. Puis Suzuki, il travaille, il a l'effort, mais là, il a avoué lui-même, là, il a un peu fait un mea culpa hier, lundi, en disant que c'était pas suffisant, qu'il était un peu en retard sur les jeux, etc. Donc, il en est bien conscient, là, mais pour lui aussi, c'est un début de saison difficile. Et le Canadien qui se fait... Et là, je parle même pas du deuxième trio. Moi, je vais encore donner... honnêtement, je vais donner une moitié de saison à Kirby Dach pour se retrouver. Là. Ça, c'est très magnanime de ta part. De ma part. Oui, bien écoutez, 2 matchs il n'a pas joué depuis un an et demi. À ce niveau-là de performance, ça n'a aucun sens. Mais c'est sûr que ça serait mieux pour le Canadien s'il se mettait en marche avant. Là, mais je vais être... J'exagère peut-être un peu. Quand j'ai une demi-saison, je risque de me tanner avant. Mais je reviens. Mais je vais essayer de pas trop le critiquer. Avançons, fin novembre. Ouais, là, je suis tanné. Là, c'est l'heure de parler de Kirby. Alors, qu'est-ce que ça veut dire, Martin? Ça veut dire aussi que le Canadien n'est pas une équipe... il manque de talent encore. Là. Exact. Et tu regardes les confrontations... Le troisième trio joue comme un bon troisième trio de la Ligue nationale... gagne ses confrontations dans les matchs, parvient à jouer souvent en zone adverse, à s'installer en zone adverse, fait exactement ce qu'on attend d'un troisième trio. Mais c'est ça, le premier trio est confronté à la meilleure opposition de l'autre côté, puis il n'est pas capable de garder sa tête hors de l'eau. La saison dernière, ça avait été mieux, mais... Est-ce que c'est un vrai premier trio de la Ligue nationale? C'est juste ça ma question. C'est une bonne question. Parce que précédemment, tu t'exposais, Martin, que c'est ça, que c'est un trio qui avait beau amasser des points, reste qu'ils étaient toujours en déficit là, depuis plusieurs, au moins depuis l'an dernier, là, peut-être avant. Mais et ça, évidemment, les chiffres sont là, puis c'est une tendance, là, c'est pas une impression. Mais reste que moi, je trouve que la saison est jeune. Évidemment, puis... On va atteindre 10 % de la saison. Ouais, c'est vrai. Mais quand je parlais que c'était ponctuel tout à l'heure, n'ai-je pas lu que Suzuki, parce que moi, j'ai pas de mémoire, là, mais apparemment que le mois d'octobre, c'est pas son meilleur mois. Bon, OK, d'accord. Alex fait... On le garde, on s'en fout. C'est pas Brian Savage, mettons. Mr. October. Référence. Tu sais, ça vient de quoi, M. Octobre? Ça vient d'un autre sport où le mois d'octobre est plus important. Je voulais juste être sûr. Le soccer de la MLS. Qui n'existait pas dans le temps quand ça a commencé. Il ne trouve pas ça drôle. Mais OK, mais enfin, moi, j'ai hâte de voir. Je trouve que il y a encore très peu de choses qui ont été tentées là, pour secouer un peu. Et ça fait jaser aussi. Et ça fait jaser. Puis ça nous amène à ce que tu évoquais en tout début, avant même le thème. En fait, s'il y a un changement ce soir, ça va être provoqué par l'absence de Slavkovski. Et c'est peut-être une bénédiction pour Dach. Si on se souvient, quand il était arrivé chez le Canadien,
On avait commencé par le faire jouer à l'aile. Ça avait bien été, avec des responsabilités moindres que les responsabilités d'un joueur de centre. Puis ça l'avait lancé, puis on avait tous encensé Martin Saint-Louis pour dire « Wow, tu sais, il l'a relancé. Il a pris un joueur qui n'avait pas fait grand-chose d'inspirant, qui n'avait pas une confiance maximale. Il l'a fait jouer avec les meilleurs joueurs de l'équipe. Il a pris confiance, puis on lui a donné plus de responsabilités et il est devenu le joueur de centre qu'on attendait. Et là, c'est un début de saison difficile pour lui. Alors, ça va peut-être peut-être le relancer. C'est vrai que Martin n'a pas joué beaucoup avec ses trios. Non, puis ça, c'est correct. Puis, enfin, comme tu dis, peut-être qu'il y a une situation, là, une absence de Slavkovski ou autre qui va faire en sorte que ça change, puis tant mieux ou tant pis, ou enfin, puis on vient de parler de Suzuki, peut-être que les deux, tu sais, en jumelant Dak et Suzuki, tu sais, il va peut-être se passer quelque chose, mais... Oui, c'est possible. Mais même si on met ça de côté, là, même si... si on dit que de prêcher la patience et que la stabilité, c'est des valeurs importantes, parce que moi, je crois à ça. Non, je comprends. C'est une valeur. Tu sais, Claude Julien... on va dans les entraîneurs passés chez Canadien. Et Claude Julien, c'était un apôtre de la stabilité. Il faisait ses trios, il jouait pas beaucoup avec. Il avait fait ça à Boston, ça lui avait souri, puis il a refait ça à Montréal. Alors qu'on avait été habitué auparavant avec Michel Therrien, qui, lui, dans un match, après la première présence de chacun, lui, il décidait, OK, eux n'ont pas un bon match, je change les combinaisons tout de suite. Puis il y a des joueurs qui ont joué pour lui. Daniel Brière, c'était pas un admirateur de Michel Therrien, mais il trouvait que c'était un très bon gestionnaire de banc parce qu'il disait il est capable de ressentir le match tout de suite. Puis si quelqu'un a un mauvais match dans le corps, tout de suite, il l'élimine de l'équation ou il amenuise son rôle dans l'équation. Et Martin, je ne sais pas s'il est pris dans une logique de développement encore. Et d'anciens joueurs, peut-être, qui aimaient beaucoup lui-même la stabilité. Si lui, personnellement, aimait la stabilité, ça influence la façon dont tu diriges. Tu essaies toujours de diriger ton équipe comme toi, tu aurais aimé être dirigé. Alors, c'est ça. Mais il y a peut-être une zone de confort qui est trop grande. Là. Pour une équipe qui performe pas. Exactement. C'est ça. Et elle s'illustre par ça, mais par d'autres affaires aussi. Puis là, tu viens d'ouvrir une talle intéressante. Oui, mais à l'inverse, par contre, les duos en défense, il n'a pas hésité à... Non, mais c'était pas un défenseur, Martin. Non, il n'a pas hésité à jongler avec ça, mais c'est vrai que moi, j'ai l'impression parfois qu'il y a de ça, de son passé, d'anciens joueurs. Mais je vais ajouter à ça. OK. Les longues présences. Encore dans le match de samedi, là, il y a des 1 minute et demie, presque 2 minutes. Oui, souvent, c'est parce qu'ils ont de la difficulté à sortir de leur... OK, mais il me semble que ça devrait être, encadré. Et ça, depuis l'an passé, là, ça date de l'an passé. Oui, c'est pas nouveau. Puis, tu sais, c'est une équipe... Bon, il y a eu plusieurs pénalités samedi, certaines plus valables que d'autres, là, ou enfin plus excusables que d'autres, entre guillemets. Mais tu sais, on sent pas que c'est grave, là. L'indiscipline, on sent pas que c'est un problème. Je pense qu'il a vu que, premièrement, son désavantage numérique performe énormément, puis c'est pas ça qui lui a coûté la rencontre. Deuxièmement, le Canadien n'était pas si indiscipliné avant le match contre les Highlanders. Puis troisièmement, il a vu un meilleur effort de sa troupe, puis je pense qu'il a voulu peut-être un peu changer le discours parce qu'après le match contre les Kings, il était amèrement déçu, puis il l'a dit, là, sans détour. Donc, il protège moins son groupe qu'avant. C'est différent comment il le fait. D'après moi, il ne voulait pas appuyer sur le même clou sans cesse pour le match, tout de suite après le match contre les Kings, alors que ses joueurs ont quand même donné un meilleur effort. Donc, c'est peut-être un peu pour ça, je pense, qu'il n'est pas allé là. Mais c'est vrai que c'est un apôtre de la stabilité, ça, c'est sûr, qui prend peu de décisions comme Therrien pouvait le faire. Puis même entre les matchs. Ouais. Ça m'étonne. Puis c'est ce qui vient aussi c'est ce qui fait surgir certaines critiques, là. Puis tu parlais un peu tantôt en introduction de certains commentateurs qui sont mis à... moi, j'ai été surpris son travail. J'ai entendu des propos assez... Mais à BPM, je suis tombé là-dessus par hasard l'autre fois. Là, je l'écoutais un peu. Non, c'est pas vrai. Et puis... J'écoute juste le matin à 7 h. Exact. C'est plus 7 h, hein? C'est quelle heure maintenant? En tout cas, peu importe. Mais bref, puis donc...
les gens appelaient, il y a souvent des tribunes, puis il y a des gens fâchés. Mais ça, des gens fâchés contre Martin Saint-Louis, on en a aussi sur nos réseaux. Mais c'est nouveau, ça. On a commencé à en avoir un petit peu l'an passé. Ouais. Mais là, c'est plus... ils sont décomplexés, on dirait. Ça fait ça, les réseaux sociaux. Hein, les gens sont cachés. C'est ça, cachés derrière leur ordinateur. Ils se laissent aller. Mais même cachés avant, on les entendait ou on les lisait peu. Et là, il y a... et avec une certaine véhémence, je dirais, là. Il y en a qui... Ouais. Il y a toujours des extrêmes, on s'entend, mais il y en a qui en appelaient à la tête de Martin Saint-Louis. Là, il n'est pas capable de gérer son essai beau pour le développement, mais quand c'est le temps de gagner, il n'est pas capable de gérer son équipe, etc., etc. Moi, ça me fascine, ça, parce que tu regardes cette formation-là, qu'est-ce que les dirigeants, la tête de l'organisation a fait durant l'été pour la changer? Très peu. Ils sont allés chercher Patrick Laine, ils ont repêché Ivan Demidov, puis là, il n'y en a aucun des deux qui est là. Donc, c'est la même équipe. C'est la même équipe. Je suis pas d'accord avec ça. C'est la même équipe. Mais non, mais là... À part Laine, bon sang, puis c'est pas mineur, là. C'est loin d'être... C'est un défenseur recru. Un défenseur de 20 ans qui a 7 matchs dans la Ligue nationale. Oui, mais qui joue 30 minutes, qui a constamment la rondelle. C'est un problème. Est-ce que Lane Hudson, c'est un facteur négatif dans les résultats des matchs? Non, mais je pense qu'il pourrait être optimisé si c'est un gars... S'il y avait des joueurs... vétéran, capable de prendre ces minutes-là en avant de lui, pour faire du bon travail, ça voudrait dire que déjà, il y a une force en défense, puis lui, ça lui permettrait effectivement d'avoir un peu moins de temps de glace. Il ne peut pas devenir le général. Il est propulsé dans ce rôle-là. Regarde Quinn Hughes, la même chose. C'était un peu la même situation. Mais moi, je suis surpris que tu parles des pénalités ce matin, parce que je ne perçois pas ça comme un gros problème depuis le début de la saison. Le Canadien a écopé moins de pénalités qu'il en a provoqué. Ouais. La saison dernière, le Canadien était parmi les 5 équipes les plus punies de la Ligue. Là. C'est juste samedi que ça a été un problème. Moi, je remontais à ça. Il y en a eu plusieurs des hockey volants et tout ça. C'est vrai que ça a été un problème, mais je pense qu'ils ont l'air plus appliqués de ce côté-là cette année, mais il y a des traits dans l'ADN de cette équipe-là qui reste les mauvaises premières périodes. L'équipe n'est pas prête quand le match commence. Comment tu peux... une jeune équipe comme ça devrait déborder d'enthousiasme et commencer les matchs avec beaucoup de vigueur et souvent, c'est une équipe qui fait du rattrapage, qui à partir de la deuxième, après une première période horrible, dit « OK, là on va jouer comme il faut, mais on est 20 minutes trop tard dans le match. » Et souvent, une équipe qui perd par plusieurs buts en troisième période, qui laisse retrousse les manches, puis elle essaie d'aller chercher les buts, mais il est trop tard, le match est presque fini. Alors, c'est ça, il y a beaucoup de choses qui sont sur lesquelles on peut travailler pour améliorer ça, mais... Et Alex parlait des gens qui commencent à être impatients par rapport aux Canadiens. Je pense que tout le monde est en train de tomber dans le piège de croire que la reconstruction d'une équipe, c'est un processus linéaire et qu'à chaque année, forcément, tu vas avoir des meilleurs résultats, un peu meilleurs résultats que la saison précédente, alors que c'est un processus en dents de scie. Tu as des années qui vont être des pics, puis tu as des années où tu vas redescendre et c'est très douloureux pour ça, parce que tu penses à un moment donné que tout le monde a pris... que c'est juste une question de temps, dans le fond. C'est ça, que c'est le temps, forcément, amène le progrès, mais c'est une ligue extrêmement féroce. Puis c'est pas vrai que tout le monde progresse de façon linéaire, là, surtout en groupe comme ça. Puis il y en a des équipes qui la ratent, leur reconstruction. Oui, il y a plein d'exemples. Quand les partisans ou tout le monde a un peu accepté cette voie-là choisie par le Canadien... Ils n'auraient pas dû. Vous auriez dû... C'est pas ce que je suis en train de dire, mais c'est que faut être conscient, parce que tout le monde se disait dans 3 ans, ça va bien aller. Ça, c'est le scénario idéal, mais c'est loin d'être sûr. Juste pour clore là-dessus, parce que c'est pas tant le résultat. Moi, je vais parler comme Martin Saint-Louis. C'est le processus. Est-ce que... Moi, c'est pas tant le résultat qui m'intéresse à ce stade-ci, mais le processus. Puis là, Martin, tu viens d'ajouter, c'est ça, les lents départs. Ça aussi, c'est des choses qui s'ajoutent à une liste d'affaires où est-ce qu'on voit pas même pas d'amélioration, juste que ça bouge. Ça bouge pas. Peut-être qu'ils se sont améliorés au niveau de la discipline, mais encore là, l'échantillon est mince. Si c'est le cas, ce serait un élément où est-ce qu'il y a eu une amélioration. Peu importe que ça donne des victoires ou non, mais il me semble qu'il y a là tout un paquet d'affaires. À date, les unités spéciales aussi. C'est vrai.
Tu disais le désavantage numérique. Le désavantage numérique est à près de 91 Oui, il est très bon. Oui, donc ça c'est... deuxième ou troisième. C'est une amélioration certaine. Puis même l'avantage numérique, mais encore une fois, je pense que la semaine dernière, tu disais, l'an passé, ils avaient bien commencé. Oui, les 16 premiers matchs, c'était vraiment... très, très prometteur, puis ça s'est écroulé par la suite. C'est ça, le Canadien est deuxième en désavantage numérique. Puis pour ce qui est de l'avantage, 13e en ce moment, 21,7 %. Donc les unités spéciales, c'est un peu ce qui gomme le reste, ce qui fait que le Canadien n'est pas loin de 500 actuellement, parce que le jeu à 5 contre 5, c'est catastrophique. Puis ça reste que c'est là où se gagne, se perdent la plupart des matchs. Mais l'an passé, c'était le contraire. C'était mieux, oui, à 5 contre 5, effectivement. Non, mais c'était pas une équipe dominante à 5 contre 5. Là. Non, mais c'est une équipe qui était supérieure à 5 contre 5 qu'elle ne l'était sur les unités spéciales. Oui, tout à fait. Mais là, les unités spéciales, ça, c'est quand même intéressant. C'est un signe de progression. Non, mais si tu recules de l'autre bord... Mais oui, non, ça c'est sûr. Mais sauf que... est-ce que ce n'est que temporaire, tu sais? Ce recul-là à 5 contre 5, ils semblent tous traverser une mauvaise séquence, les bons joueurs de cette équipe-là en ce moment. Puis dans le fond, c'est ça, quand tu regardes ça avec un peu de recul, tu sais, c'est intriguant parce que ils se sont améliorés sur les unités spéciales de façon assez draconienne, OK? Il y a moins d'indiscipline. Le 3e et le 4e trio fait sa job, même à 5 contre 5. Là. Donc, la profondeur est meilleure. La profondeur est meilleure. Il y a des gars qui ont progressé là-dedans. On est à un éveil de Nick Suzuki de dominer la Ligue nationale. Non, mais le problème... Oui, mais ça reste que tes deux premiers trios, là, c'est ça le nerf de la guerre. Là. Puis là, en ce moment, ils se font manger tout rond. Là. Donc, comme... le collègue Godin l'écrivait dans son texte d'hier. Ça, c'était bon, ça. Si Evans continue d'être ton meilleur joueur de centre, t'es dans le trouble. Ouais. Houston, on a un problème. Un autre trait de caractère de cette équipe-là, c'est la propension à être blessé souvent. Ça, c'est un vrai. Il faudrait qu'ils arrêtent. Ça, je suis pas sûr que ce soit un trait de caractère. Écoute, il y a des joueurs... une des caractéristiques... Je te niaise, Martin. Tu fais bien de me Non, mais ils ont au niveau de la personnalité, ils ont un problème à être blessés. Ils ne remportent pas des prix pour rien. Non, c'est ça, la justesse des mots. Il faut trouver le mot juste. Donc, une des caractéristiques de cette équipe aussi, c'est qu'elle est blessée souvent. Rappelez-vous, il y a 2 ans, 484 matchs ratés pour des raisons de blessure. La saison dernière, 275, ça fait piquer l'équipe du nez. Il y a eu une année à presque 700, là, le record du monde international. C'était pas la saison précédente quand Dominique Ducharme avait été peut-être. En tout cas, ils ont été deux années à terminer à avoir été l'équipe la plus blessée de la Ligue, mais dont une fois où ils ont fait exploser le record. Je pense qu'il y avait une statistique. Là, il aurait fallu que les Rangers de New York jouent 17 saisons pour être blessés autant. Parce qu'à l'inverse, eux, ça n'avait pas eu de blessure. Alors, la saison dernière, 275 matchs ratés en raison des blessures. Et quand tu as une équipe jeune comme ça, c'est fatal. Là, les Golden Knights de Vegas ont eu une saison de gâchée comme ça à cause des blessures. C'était une formation aguerrie. Et là, ça repart. Ça ressemble. On n'a pas un gros échantillon de la saison, là, mais les bobos commencent à sortir déjà. Tu sais, l'aîné, la blessure de l'aîné, on peut comparer un peu à ce que Dak avait subi en début de saison l'année passée. Mais là, c'est Goulet qui se blesse, Slavkovski une épaule. Puis là, même mettre Reinbacker là-dedans aussi. Là, on ne sait pas s'il aurait pu jouer à Montréal cette année. Alors, tu sais, si cette tendance-là se poursuit, ça ira pas bien. Et juste, tu parlais tantôt, je veux juste revenir sur ce que tu disais tantôt sur la performance du Canadien la saison dernière à 5 contre 5. Ils ont été 29e la saison dernière à 5 contre 5. 45,6 %. C'était bon. Mais il y avait énormément de gars de la Ligue américaine qui jouaient au sein des 2 derniers trios. Là. Et systématiquement, c'est une équipe... Je parlais juste du mois d'octobre l'an passé. Systématiquement, c'est une équipe qui ne contrôle pas la rondelle, là, qui est toujours dominée en possession. Donc ça aussi, c'est un... Avoir la rondelle, ce serait mieux. C'est quand même important. Puis c'est sûr que Martin Saint-Louis, ça doit être un entraîneur qui prêche la possession de rondelle. Donc, ils n'y parviennent pas. Donc, éventuellement, on peut leur laisser le temps de voir s'ils sont capables de résorber le problème d'eux-mêmes, mais éventuellement, sinon, il va y avoir des constats qui vont s'imposer, puis des décisions à prendre, tu sais.
les meilleures équipes la saison dernière en possession de rondelles. Caroline, 59,5 Eux sont tout le temps là. Floride, 55,7 C'est ça. Gagnant la Coupe Stanley. Edmonton, 55,1 finaliste de la Coupe Stanley. Voilà. Et à l'inverse, c'est San Jose, Montréal. Exact. Top 5 au repêchage. Il y a comme une corrélation. Là. Fait que c'est pas farfelu de parler de la possession de rondelles du Canadien pour dire si ne corrige pas ça, ça va aller très, très mal. Ouais. Alors de ça se dégage une grande vérité. Avoir la rondelle, c'est mieux que pas l'avoir. Posséder l'objet. Détenir l'objet. Je sais que ça peut être choquant, puis il n'y a pas beaucoup de monde qui avait pensé à ça, mais avoir la rondelle, c'est mieux que pas. Je suis content qu'il parle comme ça parce que pas parce que tu marques un but que tout est correct, tu sais. Fait que c'est de s'évaluer avec une vérité, pas juste avec un résultat. Puis quand les joueurs prennent cette approche-là, habituellement, c'est rare qu'ils sont pas constants. Tu sais, moi, si tu es capable de t'évaluer avec la vraie vérité, mais c'est rare que tu vas avoir un slump. Martin Saint-Louis, à propos de Logan Mailloux, qui disputait son premier match samedi contre les Highlanders de New York, qui a marqué son premier but en carrière dans la LNH. Il était là parce que Kaden Goulet est blessé, puis tu l'as évoqué. Moi, je commence à... Mais parce qu'on a laissé Jacky de côté. Ah oui, c'est bien aussi, mais en même temps... Mais Struble serait rentré pour Goulet, t'as raison, mais c'est parce que moi, c'est Goulet. C'est Goulet. Je m'inquiète pour Kaden Goulet. Ben, tu sais, Goulet, dans le match de jeudi contre Los Angeles, a percuté la bande tête première. Ouais. Moi, d'ailleurs, j'avais été surpris que l'observateur... C'était la tête? Oui, oui, j'ai vu. Un choc à la tête. J'ai été surpris que l'observateur de la Ligue nationale, perché à quelque part dans les gradins, ne le retire pas de façon préventive, pas pour tout le match, mais pour l'évaluer. Et d'ailleurs, il dormait au gaz, lui, je pense, parce que Newhook aussi s'est fait frapper à la tête assez violemment par Andreas Englund. Et c'était le coude, il me semble. Oui. Il l'a attrapé avec le coude directement au visage. Puis bon, Newhook a continué aussi. Alors, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est une commotion cérébrale liée on le saura jamais. On le saura probablement jamais. Pour l'instant, il est encore évalué de façon quotidienne. S'il revient après une semaine d'absence, on pourra se dire que c'est peut-être une commotion. C'est le minimum. Là. Quand vous avez une commotion, vous ratez au minimum une semaine dans la Ligue nationale. Vous ne pouvez pas revenir avant. Ça fait quelques-unes. Mais Goulet, c'est pas sa première. C'est ça, c'est surtout ça. Ouais. Puis il y a eu plein d'autres. Il y a eu plein d'autres blessures aussi. Oui, c'est un cheval de trait quand il joue, mais en même temps, c'est inquiétant un peu parce qu'il est souvent blessé. Est-ce que c'est un trait de caractère? Kaden Goulet, oui, c'est un cheval de trait. Le psychologue, apparemment, que l'année du repêchage, le psychologue avait noté que dans son trait de caractère, il avait tendance à être blessé. C'est un tempérament blessé. Un tempérament blessé, Kaden. Qu'est-ce que vous avez pensé de l'entrée en scène de Mailloux? Pensez-vous que il s'invite dans la conversation? Ou... C'était assez remarquable de le voir jouer avec Lane Hudson dans ce match-là. Moi, j'ai aimé ce qu'il a fait. Écoute, c'est son premier match de saison dans la Ligue nationale. J'ai trouvé que il était là sur la glace avec Hudson quand ils ont eu une présence d'à peu près 15 minutes. En minutes de hockey, c'est 15 minutes. Non, c'était là. Ça a été c'est hallucinant. Ça a été extrêmement long. Moi, je les ai regardés au banc. Non, je pense. Comme tantôt, Jim Montgomery avec Brad Marchand. Parenthèse, là. Vous avez vu la séquence? Ah oui. Il a donné comme une tape. Jim s'est fâché après Brad. Ouais, il a donné comme une tape. C'était léger, là, quand même, comme contact, mais je pense que tu peux plus faire ça en 2024. Je sais pas. Il était fâché parce que Marchand a perdu la rondelle. Il a fait un revirement à la ligne bleue. Voilà, où il fallait que la rondelle sorte. C'est interdit. Et il y a un but qui en a résulté, qui finalement a été annulé pour hors-jeu, mais à ce moment-là, Montgomery ne le savait pas. Puis, ça change rien au fait que Marchand a perdu la rondelle. Il a donné. Qu'il y a eu un hors-jeu. Ça change rien à ça. Une sincère, une sincère correction à M. Marchand. Alors, j'étais étonné de ça quand même. C'est une parenthèse, là, mais. C'est une parenthèse. J'étais très étonné de voir Montgomery s'en prendre comme ça à son capitaine devant tout le monde. D'ailleurs, on voit pratiquement plus jamais ça dans la Ligue nationale. Là, était à sa dernière année de contrat, Montgomery. Oui, Marchand aussi, en tout cas. Ouais. À suivre. Fermons la parenthèse. Donc, Logan, Lane, non, c'est ça, mais non, je faisais un parallèle avec ce qu'on disait tout à l'heure. Tu sais, les longues présences, moi, ça me paraît un symptôme néfaste. Moi, j'ai pas de problème. Faites-le jouer. C'est quand même un bon départ pour lui. Puis, Jacky
ça va pas bien. Là. Donc, il va falloir qu'il rejoue, c'est sûr. Là. Ils ne pourront pas le garder sur les lignes de côté longtemps, mais en même temps, c'est supposé d'être ça le principe de la saison. Là. C'est ça. Si tu nous aides pas à gagner, ben t'es out. Puis si Mailloux arrive puis il fait la job, ben c'est lui qui est, il est in. C'est lui qui est in. Moi, je pensais que Mailloux allait percer l'alignement au début de la saison. Fait que je suis pas mécontent de le voir là. Puis c'est pas c'est une chronologie qui a de l'allure. Tu sais, la saison, qu'on arrive à quoi, un 10e, tu disais, Mailloux est de retour. On verra bien. Après Twitter, Facebook, Instagram, Snapchat. C'est vraiment fait ça. OnlyFans. Le tweet, le book, le gram. Questions du public, les réseaux sociaux. Questions du public, les réseaux sociaux. Questions du public, réseaux sociaux. Oh! J'adore ça. Live. Ouais, ben c'est dans les bons. Mais, hein. Il y en a on parlait tout à l'heure avant l'enregistrement du nombre de fois dans une semaine où on peut avoir le thème dans la tête sans raison, là, un dimanche. Ça m'arrive. Comme on est d'un optimisme galopant ici à Tellement Hockey, on a demandé via les réseaux sociaux de Radio-Canada Sport qui est le meilleur joueur du CH jusqu'à maintenant. Parce qu'on veut pas... Tu sais, on est des leaders positifs. Sur le book, Hugo dit Hudson et Caulfield. Toujours sur le book, Jean, Montembeault, Caulfield. Caulfield, ça revient souvent. Monty et Coco. Ça, c'est Mathieu sur le book. Coco. Caulfield. D'ailleurs, on pourrait commencer à l'appeler Coco Caulfield. Mm-hmm. Il aime ça, en plus, jaser avec les journalistes. Oui. Hein? Il est bien dadon. Hein? Il est le fun. Non, mais je fais référence. On n'entendait pas bien la question. Si vous ne l'avez pas vu et ou entendu, il y a eu une question. Alex va me corriger là, quand j'aurai fini, mais je pense que c'est à propos de son efficacité sur ses tirs suite à la blessure à l'épaule, l'intervention et quand tu es guéri. Là, il serait guéri. Là, finalement, il serait guéri. Puis. C'était quoi ce face-là? Il a comme fait une face. Puis il n'a pas aimé ça. C'est une question qui lui a été posée souvent là, l'année dernière, particulièrement, okay. quand il marquait moins de buts, puis c'était plus difficile. Donc, je ne sais pas s'il y avait certaine lassitude par rapport à... Mais ça demeure une question tout à fait légitime. Absolument, là, puis parce que l'an passé, ça rentrait pas. Il y avait 6 buts en 6 matchs, donc on aurait pu penser qu'il aurait été d'humeur plus guillerette. Ouais. Mais non, ça ne tentait pas d'entendre parler de ça. Mais tout ça, cela dit... c'est terminé, cette altercation-là. Ah, c'était là. Ouais, ils se sont parlé, là, donc tout va bien. Okay. Mais c'est vrai que Caulfield a réagi de façon un petit peu sèche, on va dire. Mais c'était enfantin. Ouais. Ben oui, hein? Ça arrive. Et je vais revenir à ça. Ça aurait été bon que ce soit toi qui poses la question, parce que là, Cole a dit, toi, t'en as-tu déjà subi une? J'en ai eu 2. Ça aurait été t'en as eu combien? Une? 2, moi. Et non, c'est ça prend du temps. Les épaules, ce sont les articulations les plus complexes du corps humain. Se faire opérer là, oui, il y a une période de réhabilitation. Tu peux recommencer à fonctionner normalement, mais avant de te sentir à nouveau à 100%, ça prend une certaine période de temps. Puis Caulfield, avec son intervention l'année dernière, probablement que sa période d'entraînement a été plus courte durant l'été. Il y a beaucoup de choses ça provoque un effet domino. C'était absolument pas farfelu de poser cette question-là. Mais l'an passé, on l'avait posé souvent, c'est ça. Ouais. Mais comme tu dis, dans un contexte où une réaction comme celle-là aurait été normale parce que ça allait pas bien. Puis moi, je me rappelle l'an passé, on a fait un épisode, je pense, complet là, sur le tir de Caulfield qui n'était plus ce qu'il était. Là. Mm-hmm. Puis on n'est pas, comment dire, c'était pas des hallucinations. Non, là. Et là, le tir de Caulfield qu'on voit depuis le début, comme tu dis, là, il roule à 30%, puis il y a peut-être un facteur chance là-dedans, mais c'était un tir qu'on n'a pas vu tant l'an passé. Là. C'est le retour. Mais il a marqué quelques buts de la position d'où il tirait tout le temps et qui marchait absolument pas. Parce que les gardiens savaient, ils le voyaient venir. Donc, ça se peut qu'il en marque plus beaucoup de cet endroit-là pour le reste de l'année. En tout cas, avec une attitude comme celle-là. Mais non, mais après ça, ils se sont parlé, puis c'est correct. Puis ça, des fois, que toutes les entrevues soient en direct tout le temps, partout, ça peut mener à ce genre de débordement sur les réseaux sociaux. Là, parce qu'un joueur a le droit de ne pas aimer ça, jaser avec les journalistes. Mais nous autres, on a le droit de trouver que c'est un manque. Mais ça fait partie de ça fait partie de la game. Puis, on a le droit de trouver que c'est pas un problème. Là. Moyen.
ordinaire. Éric dit Saint-Louis, la question c'était qui est le meilleur joueur du Canadien depuis le début de la saison. Saint-Louis, il patine pas mal pour nous trouver des comparaisons. LOL. C'est vrai. Ça, c'était Éric sur le book. Marc, le duo Gorton-Hughes pour suivre le plan à la lettre sans broncher. C'est admirable dans la marmite de Montréal. Chapeau. Happy, Caden Goulet m'a beaucoup impressionné. Happy. Happy et moi. Happy, c'est moi. C'est ton burner account. C'est moi. Non, mais Happy, compte. Je suis d'accord. Puis en tout cas, j'espère que Caden va être correct. Et sinon, beaucoup de Lane Hudson. R. Baron sur le Twitter. Lane Hudson. Vous, non, comment il écrit ça? Le meilleur rapport, Lane Hudson, vous voulez dire. Non, c'est... Jake Evans, ça revient aussi. Evans, Gallagher. J'ai pas eu beaucoup de Gallagher. Gallagher, les gens sont... Evans, Gallagher, Montembeault, Hudson. Montembeault, hein. Puis Goulet quand il était là. Goulet, très solide. Si il peut arrêter de faire preuve de son tempérament blessé. S'il peut changer son attitude. Un autre qui a du travail à faire sur son attitude. Bon, il y a de la grosse visite en ville mardi soir, les Rangers. Si on a dégagé plusieurs tendances lourdes qui vont pas dans le bon sens pour le Canadien, c'est le contraire pour les Rangers. Il y a plusieurs tendances lourdes depuis quelques saisons maintenant qui, elles, vont dans le bon sens. Je lisais dans tes notes, Martin, d'ailleurs tes notes qui sont, mon refuge, l'endroit où je me sens le plus en sécurité. C'est quoi? C'est la 3e meilleure équipe de la Ligue depuis quelques années? Depuis 3 ans. Depuis 3 ans. C'est une équipe qui aspire clairement à la Coupe Stanley depuis quelques saisons, qui a eu des longs parcours éliminatoires, ce qui est souvent annonciateur d'une équipe qui va réussir une percée jusqu'à la dernière série. Donc, et c'est une équipe qui a beaucoup de profondeur, qui a de bons vétérans, de bons jeunes. Et on parle beaucoup depuis le début de la saison des équipes qui vont mal. Edmonton, Nashville, nommez-les. Pas New York. Mais New York. Colorado, Edmonton. Colorado, ça va. Edmonton 2 fois, 3 fois même. Edmonton encore. C'est parce que Martin l'avait dit. Excuse. J'avais pas compris. Et il est occupé à chercher des statistiques. Exact, je disais en même temps. Et donc, et pour les Rangers, c'est juste business as usual, comme disent nos voisins du Sud. C'est un bon début de saison. Les unités spéciales vont bien, 31,3 l'avantage numérique, des avantages pas loin de 90 Shesterkin devant le filet. En possession de rondelles, ils ne sont pas tellement performants, les Rangers. Je pense qu'ils sont dans le dernier tiers de la Ligue, mais Shesterkin ça réussit à gommer beaucoup de ces lacunes-là. Et donc, c'est ça. Moi, je pense que c'est une année importante pour les Rangers parce que tu regardes leur alignement, il y a beaucoup de joueurs qui arrivent en renégociation de contrat, des jeunes joueurs qui arrivent à leur apogée. Il va falloir les payer et il va falloir que la direction fasse des choix. Et un des premiers dans cette liste-là, c'est Alexis Lafrenière qui gagne 2,3 millions, qui a marqué 28 buts la saison dernière, dont 26 à force égale, ce qui est parmi le top 20 de la Ligue nationale. Donc, et qui est sur un très bon début de saison. Il a un très bon début de saison. Et Lafrenière, la saison dernière, 28 buts en ne jouant pas au sein de la première unité d'avantage numérique. C'était très, très bon. C'est plus difficile comme jeune joueur de faire sa place quand tu arrives dans une équipe qui est pleine de vétérans qui sont talentueux. Et Lafrenière, il détonnait sa sélection comme premier joueur au repêchage détonnait par rapport à la situation qu'on voit habituellement, là, des jeunes qui arrivent dans des équipes en lambeaux où on leur donne toutes les responsabilités, tout le temps de glace au monde pour briller offensivement. Alors donc, c'est ça, tu as Lafrenière, tu as Shesterkin qui renégocie, qui a refusé une offre à 11 millions de dollars par saison. Il gagne 5,6. Donc, s'il signe à 11,5 millions, c'est 6 millions que la direction va devoir ajouter sur la masse salariale. K'Andre Miller. K'Andre Miller, le deuxième défenseur le plus utilisé de l'équipe, qui gagne 3,8 millions. D'après moi, il va gagner facilement 7 et plus. Alors, l'un dans l'autre, il y a aussi Ryan Lindgren, je pense, qui est joueur autonome à la fin de la saison. Et Lafrenière, si on veut le mettre sous contrat à long terme, il va falloir allonger les dollars aussi. Là, il y a l'hypothèse de 8 millions qui a flotté au cours des dernières semaines. On verra ce sera combien, mais grosso modo, c'est probablement 15 ou 16 millions de dollars que la direction des Rangers va devoir ajouter à compter de la saison prochaine sur la masse salariale. Et tu regardes, là, si tu veux soustraire
un montant comme celui-là, là, tu n'as pas le choix d'y aller avec de faire disparaître des gros salariés. Là. Mais Jacob Trouba ne sera pas là l'année prochaine, je peux vous dire ça tout de suite. Oui, à cause de son épouse qui termine ses études en médecine. Oui, puis il sait déjà. C'est ça, exactement, qu'il sait déjà que c'est sa dernière année. Alors, ça fait 8 millions. Ça fait 8 millions que tu viens de sauver. Il en reste 7. Ça. Et là, l'augmentation du plafond salarial va aller en gruger un 4-5. Donc, oui, il va falloir qu'il fasse des changements. C'est quoi l'histoire de Trouba, là? Hein? Ben, il y a aussi que les Rangers je pense qu'ils sont, de ce qu'on a compris, sont aussi allés voir Trouba pour lui dire un peu ce que Martin, pour lui faire le même exposé, en lui disant, écoute, mon gars, quelque chose doit donner, comme on dit en anglais. C'est lui, c'est déjà... Oui, c'est dans les cartons. Puis c'est ça, il y a aussi sa femme qui étudiait en médecine. Et puis Jacob voulait lui rendre l'appareil, je pense, c'est ça. Hein, Quoi, il va prendre sa retraite? Ben, on sait pas, on va voir. On va voir. Ouais. Mais avec New York, ce serait la dernière saison. Là. Okay. C'est apparemment que la cause est entendue entre le clan Trouba et les Rangers. Et si tu regardes ça objectivement, ils vont être capables de remplacer un défenseur. Trouba est intimidant physiquement et tout ça, mais en tant que joueur... Moi, je l'aurais gardé. Ben, c'est un atout à avoir, mais si tu as le choix entre perdre Panarin, Kreider, Zibanejad, Trocheck ou Trouba, avec le groupe de défenseurs qu'ils ont, probablement que je laisserais aller Trouba. C'est probablement ça le moindre mal. Surtout s'il veut s'en aller. Ça aide. Donc, la fenêtre se referme. C'est ça que je comprends? Ben, elle est optimale, cette année. Oui, c'est ça. Ben, ça ne sera probablement pas fermé l'année prochaine, mais c'est aussi une équipe qui aspire à la Coupe Stanley, puis qui est dominante année après année. Ben, forcément, elle vieillit, puis on le dit souvent, c'est toujours parmi les plus vieilles équipes qui se rendent le plus loin. Donc, quand vous regardez la composition de cette formation-là, c'est pas une équipe qui rajeunit. Là. Kreider a 33 ans. 33, Panarin, 32, Zibanejad, 31, Trocheck, 31. Donc, ils sont tous dans la trentaine. Puis, chaque année qui passe pour eux, c'est vraiment... Leur âge augmente. C'est vraiment du temps perdu. Donc, c'est ça. Alors, à part Adam Fox, mais en défense, c'est différent, honnêtement. Là, s'ils parviennent à garder Lindgren, Miller... Fox est sous contrat, tout ça, tu as quand même un top 3 là, de mi-vingtaine, là, avec Shesterkin aussi. Qui a mi-vingtaine aussi? Oui, qui est peut-être 27, 28. Mi-vingtaine, au haut de la mi-vingtaine. Au vingtaine, oui. Dans le haut de la mi-vingtaine. Il y a 28, oui, c'est ça. Donc, mi-vingtaine élevée. Oui, mi-vingtaine élevée, il va avoir 29 le 30 décembre. Et ça, c'est donc, il va commencer son prochain contrat à 29. Sous-trentaine. Mais tant que les blessures le laissent tranquille, tant qu'il n'a pas le même tempérament que Caden Goulet, il peut encore être performant pendant plusieurs saisons, 4, 5, 6 ans certainement. Donc, je pense que les Rangers vont tout faire pour demeurer au sommet de la pyramide durant ces années-là, mais effectivement, ils risquent de perdre des soldats l'année prochaine. Puis, pour conclure, dans notre segment, les gardiens sont pas assez payés. C'est fou, ça. Parce qu'on en a parlé presque toutes les semaines, mais là... On en parlait un peu avec Montembeault hier, puis il n'y a pas vraiment de confrérie de gardiens. T'sais, on lui parlait de Shesterkin, puis de la négociation du contrat, puis s'il suivait ça, puis d'un œil. Apparemment, il est au courant. Il dit apparemment qu'il a refusé 8 fois 11 millions. C'est beaucoup d'argent. Mais après ça, quand on lui demandait, comprends-tu... Pourquoi vous n'êtes pas rémunéré à votre juste valeur, entre guillemets? Il acceptait un peu le narratif. C'est pas un mot que j'aime tant que ça, mais... J'aime ça, moi. Il acceptait l'hypothèse globale qui est de, là, si tu donnes beaucoup d'argent à un gardien, tu ne pourras pas l'entourer comme il faut, puis un gardien moyen, bien entouré avec une bonne équipe, peut très bien paraître. Je sais pas s'il faisait référence à lui, mais probablement pas. Là, mais... Non, je pense pas. Non. Il n'est pas entouré. Il n'est pas bien entouré. Et il paraît plutôt bien. Donc, non, c'est plus le contraire. Exact. Et à l'inverse, il disait, tu peux donner tout l'or du monde au meilleur gardien de la Ligue nationale, mais s'il t'en reste pas assez après ça pour avoir une défense étanche et tout, ben il pourra rien faire. Puis il paraît, ses statistiques seront pas bonnes, tout ça. Donc, il semblait quand même accepter le discours. Elle est là la réponse. Là. Pourquoi les gardiens sont moins bien payés? Elle est là la réponse. Exact. Parce que il n'y a pas de confrérie du gardien. Ils n'en veulent pas d'argent. Non, c'est trop d'argent. On n'en veut pas. Mais Shesterkin tient la ligne dure. Là. Ouais. Il fait bien.
Non, mais Martin vient de le dire, c'est peut-être lui qui gomme. Si les Rangers sont aussi dominants. Elliot Friedman disait il y a quelques jours, quelques semaines, qu'apparemment que Shesterkin veut être payé. Il veut être le joueur le mieux payé. Le joueur le mieux payé de son équipe. Ouais. Parce qu'il juge qu'il est le joueur le plus utile à son équipe. Exact. Alors, pour l'instant, c'est... Il y a un argument à faire. Oui. Mais là, en même temps, on dirait que Panarin ne veut pas commencer sa saison avec 12 points en 5 matchs en disant « Wow, chose! C'est peut-être moi le meilleur joueur. » Tantôt, on disait dans les 3 dernières saisons, les Rangers ont été la 3e meilleure équipe de la Ligue nationale. Alors, en 21-22, en possession de rondelles, les Rangers étaient 25e. Et en 22-23, en possession de rondelles, les stats en direct. Ils étaient 17e. Ah, c'est pas pire, ça. C'est une équipe de... Oui, mais quand même, c'est une équipe de milieu de peloton qui a été en haut de classement. Et la saison dernière, 19e. OK. Donc, c'est pas une équipe dominante en possession de rondelles du tout. Non. Alors, c'est une équipe dominante devant le filet. Il y a quelques exceptions. Mais bon, Panarin gagne 11 642 857 $, très précisément. Alors, si Shesterkin va plus haut que ça, donnez-lui 5 piastres de plus ou quelque chose. Puis on règle ça. Et il va être autour de 11,65. Donc, c'est pas mal d'argent. Puis comme tu dis, il fait bien tenir son bout parce que je pense qu'en ce moment, depuis 3 ans, c'est pas mal le meilleur gardien de la Ligue nationale. C'est lui qui a gagné le plus de matchs, qui a la meilleure moyenne d'efficacité, la meilleure moyenne de buts alloués, mais avec une équipe qui n'a pas une puissance défensive. Donc, voilà. Quand Montembeault disait c'est normal, là, c'est correct, Carey n'était pas là. Carey Price n'était pas. C'était pas dans le vestiaire. Non, il était pas. Donner beaucoup d'argent à un gardien, c'est peut-être pas la meilleure. Le Carey n'était pas. Non, il n'était pas là. Les oreilles, tu peux pas l'entourer. Ouais, mais en même temps, les Canadiens donnent peu d'argent à ses gardiens puis ils sont pas bons pareil. Donc c'est pas. Hein? T'es meilleur avec Carey. Carey! Non, ça en ennuie quand même. Je sais pas. Un peu, moi. Ben, ses performances, oui. Oui, c'est ça. Devant le filet. J'aimais vraiment... Sa conférence de presse de départ était bonne, mais le reste... Oui, c'est vrai qu'il était bon. Mais le reste... Il a dit quelque chose, moi, qui m'a marqué cette fois-là, par exemple. Est-ce que tu trouvais que c'était du grand leadership? Ce qu'il a dit? J'essaie juste de recouper avec mon intro. Non, pas que c'était du grand Alex, leadership. Ça n'a pas rapport, mais tu m'interromps et tu me déranges. Exact, okay, mais que c'était une... pas une leçon non plus, mais disons que ça expliquait bien des choses. T'sais. Quand il a dit, il y avait eu une question sur le fait, t'es blessé, t'as un tempérament blessé. T'as une mauvaise attitude. T'as pas besoin de moi pour... Non, je peux faire ça. Je peux m'enliser tout seul, comme le Canadien. Mais donc, t'es relativement jeune. Théoriquement, ta carrière aurait pu se continuer, mais les blessures font en sorte que non. Puis là, il y avait Pécoriné, par exemple, est rendu avec des hanches de métal. Puis il y avait d'autres exemples qui étaient donnés. Donc, les gardiens, l'usure est relativement précoce et particulièrement intense. Puis après ça, il y a une vie, tu sais. Donc, c'était pas le regret-tu, là, la question, mais c'était un peu... Est-ce qu'il y aurait quelque chose à faire pour essayer de pas se rendre là, tu sais, d'éviter ça? Puis Price avait un peu dit... non, ça passe par là. Puis si c'était à refaire, je le ferais demain matin. En connaissant toutes les conséquences, en sachant où ça peut me mener. Puis il avait regardé le journaliste dans les yeux. Je ne me rappelle plus c'était qui. Puis je l'avais rarement vu aussi intense. Là, il l'avait regardé en disant si tu me demandes si c'était à refaire, je signe demain matin. Ça explique bien des choses. Pour Price, mais pour les sportifs en général. Les sportifs de haut niveau. Raphaël Nadal va prendre sa retraite à la fin du mois de novembre, à la mi-novembre. On s'entend qu'à 70 ans, ça va faire mal, Nadal, c'est sûr. Se lever le matin. Là. C'est sûr. Même déjà, ça fait mal. Ah, c'est clair. Nadal a gagné son dernier Roland-Garros en se faisant injecter à tous les jours dans le pied parce qu'il y avait de la misère à marcher, tu sais. Mais je suis sûr que si c'était à recommencer, il le ferait. Il a joué 20 ans sur un pied qui... presque nécrosé parce qu'il y a un syndrome là, qui s'appelle le syndrome de Müller-Weiss où il y a un os de son pied droit
subit une nécrose précoce. Donc, depuis... Je sais pas c'est quoi, mais ça sonne vraiment... Je connaissais pas ça avant que ça lui... sonne lui, mauvais. C'est ça? C'est mauvais. C'est un mauvais trait de caractère, ça. Oui, c'est pas un bon trait. C'est pas une bonne attitude du tout. Il y a la psychose, la névrose et la nécrose. Ouais. Alors, mais ils recommenceraient, puis ils sont tous comme ça, les sportifs de haut niveau, tu sais. Donc... Ils ont tous une... OK. Je sais pas pourquoi je parlais de ça. C'est l'émotion. Parce qu'on parlait de Carey. De Carey. T'as dit que sa dernière conférence avait été bonne. C'était bon. C'était bon. Je sais pas si c'était un bon leader, Carey Price. Je pense qu'on le saura jamais vraiment. C'était un gars qui gardait ça derrière les portes closes. Puis, son leadership. Ça. Ouais. Il y en a qui ont dit qu'il l'était, là, mais... il inspirait, il inspirait confiance. Oui, il inspirait confiance parce que moi, j'ai jamais vu un gardien jouer comme ça, honnêtement. Puis c'est rare que tu t'ennuies du jeu d'un gardien. Là. Tu peux t'ennuyer d'un gardien, mais comme de son jeu, de le voir jouer. Alors que pour moi, dans le cas de Price, c'est un peu ça. Je m'ennuie de le voir garder les filets. Je ressens ce que tu dis. Je ressens ce que tu dis. Ouais. Le roi était un peu comme ça aussi, je pense. Ouais. J'étais plus jeune, mais oui, effectivement. Ouais. Alexandre Gascon. Là, on n'a pas parlé de Lane Hudson puis de Adam Fox. Ah oui, les entre petits, on se comprend. C'était ça mon... Parce que je voulais pas nécessairement parler. C'est juste que tu l'as mis dans tes... Mais entre petits, ça pouvait dire. Ça pouvait, c'est parce que moi, ça me parle, ça. C'est pour ça. Ben, j'avais plein ça vient me rejoindre. Plein de boutades sur ta taille c'est ça. que j'avais préparées. Finalement, on n'a pas le temps. Non, mais regarde, on n'est pas. Il n'y en a pas de règles. Il n'y en a pas de règles. Non, on a parlé avec Adam Fox. Parce que hier, c'était un drôle de vestiaire des Rangers. Honnêtement, il n'y avait pas grand monde. On a vu Chris Kreider. Chris était dans le coin. À un moment donné, il a tassé le rideau. Il a regardé dans le vestiaire. Il y avait les journalistes. Il a fait « Ah non. » Il a tourné les talons. Il n'avait pas le goût de nous parler. Fait que le seul qu'on a pu attraper, c'était Adam Fox. Puis de peine et de misère, là, il était en train de s'enfuir. Mais une fois... il n'est pas assez vite. Il n'était pas assez vite. Mais une fois qu'on lui a parlé de Lane Hudson, ça a pris du temps à le réchauffer. Mais finalement... Il a été plutôt bon. Puis... Là, c'est devenu le nouveau thème ça, sur le beat. Chaque équipe adverse qui arrive à Montréal, qu'est-ce que tu penses de Lane Hudson? Ils ont une règle, là, puis tous les joueurs qui font moins de 5 pieds 10, qu'est-ce que tu penses de Lane Hudson? On s'est rabattu sur lui parce que moi, j'avais un autre angle, une autre idée. Je voulais justement aller sur le gardien. Puis avec la récolte dans le vestiaire, c'était impossible. Je m'en allais parler avec le bon vieux Chad Rouvedel. C'était à peu près tout ce qui restait. Fait que là, quand il y avait Adam... Et Lafrenière n'était pas là. Parce que Lafrenière, on nous a dit qu'il était blessé au haut du corps. Il s'est entraîné seul après, semble-t-il. Ça... Je serais pas surpris qu'il soit dans la formation des Rangers ce soir, moi. Et vous le savez peut-être, puisque nous enregistrons. On le verra, là, de la façon dont Peter Laviolette, l'entraîneur, en parlait. Il avait pas l'air d'un gars qui se préparait à son absence, mais... qui vivra verra. En attendant, c'est pour ça qu'on s'est rabattu sur Adam Fox. Puis là, on va couvrir, comme les journalistes japonais là, qui suivent le baseball. C'est ça. Qui couvrent tout sous l'angle d'un seul joueur. Comment ça peut affecter le joueur japonais dans l'équipe? Exactement. Fait que là, ça va devenir ça avec Lane Hudson. Mais c'était quand même intéressant parce qu'ils ont des parcours très similaires. Faut te le dire, ils sont pareils. Ouais. Puis Hudson a été comparé à Fox beaucoup. Puis il a dit, entre autres, Fox a dit quelques trucs, mais il a dit on arrive dans un contexte similaire. Moi, quand je suis arrivé, l'équipe était en reconstruction. D'ailleurs, il a gagné son trophée Norris, mais les Rangers avaient raté les séries éliminatoires. C'était à sa 2e saison seulement. Mais il dit, pour un défenseur comme ça, comme nous, qui a à apprendre à gérer sa petite taille contre des grands garçons, en défensive, dans la jungle, particulièrement, exactement. Des gros messieurs. Des gros messieurs. C'est bon d'arriver dans une équipe en reconstruction jusqu'à un certain point parce que ça te permet de faire des erreurs, ça te permet de faire des gaffes, puis surtout, ça te permet d'essayer des trucs que tu te dis, peut-être que ça ne marchera pas dans la Ligue nationale parce que le niveau est trop élevé. Puis finalement, tu le tentes parce que tu te sens cette liberté-là, puis ça fonctionne, puis ça te permet d'ouvrir un petit peu plus de portes, puis tu te restreins, tu te censures moins. Alors ça, je trouvais ça intéressant. Puis Quinn Hughes, l'année dernière aussi... Il y a des journalistes qui préparaient déjà l'arrivée de Lane Hudson l'an passé dans le voyage dans l'Ouest canadien. Puis, à un moment donné, il y avait une question qui avait été posée à Hughes sur oui, mais toi, le petit défenseur mobile et agile de la NCAA, comment as-tu réussi ta transition et tout ça? Puis là, Quinn avait comme parti une réponse, puis il s'est arrêté en plein milieu, puis il a regardé le journaliste, puis il a dit je sais pourquoi tu me demandes ça. He's gonna be okay. Il va être correct.
Alors, c'est un peu ça. Fait qu'il n'y a pas de confrérie de gardiens. C'était ça, c'est là que j'allais. Mais il y en a une entre les gens de petite taille. Chez les gens, pas les petits défenseurs, les gens de petite taille. Exact. Mais juste pour clore... C'est une petite confrérie, cela dit. Oui. Ils sont 9 cette année. Ils sont 9 défenseurs de moins de 5 pieds 11. Fox est listé à 5 pieds 11. Pour avoir été face à face avec lui hier sans Pétain, je pense que c'est une généreuse falsification. C'est généreux. Ouais. Puis, puisqu'il n'y a pas de règle, cela dit, trouvez-vous que Hudson, parce que tu rapportais les propos de Fox qui disait dans un contexte de reconstruction, tu peux te permettre certaines affaires. Hudson se rend pas coupable. Non, mais il se limite pas. Il se limite pas, mais... Peut-être qu'il l'aurait fait aussi autrement, là, remarque. Là, non, mais ça, même si le Canadien se battait pour la coupe. Là. Oui, c'est ça, mais je trouve pas que... Est-ce que c'est un joueur qui prend des risques? Forcément, quand tu contrôles autant la rondelle que lui, tu prends des risques. C'est sûr. Les gars qui ont le plus de revirements c'est sûr qu'on le plus à la fin de l'année, c'est toujours des défenseurs vedettes, ou presque. Pourquoi? Parce qu'ils ont tout le temps la rondelle. Donc oui, il y a une part de risque, mais je pense qu'elle est bien, comme dirait Martin, elle est bien calculée. Martin Saint-Louis, elle est bien calculée, elle est bien gérée, cette part de risque. D'accord. Alors, Alexandre Gascon, tu es notre journaliste affecté aux affaires du Canadien et de la LNH. Vulgaire exécutant. C'est le vulgaire exécutant. Ah oui, pardon. Je pensais que tu avais été promu durant l'épisode. Mais non. Tu es vulgaire, mais tu es... Non, tu es non, il est exécutant, mais il n'est pas vulgaire. C'est l'inverse. C'est le contraire. Merci infiniment. Merci infiniment. Merci pour ces minutes passées en ta compagnie. Martin Leclerc, tu es notre chroniqueur principal au service des sports. Merci infiniment aussi. C'était très agréable. C'était pas pire, hein? Oui. Finalement, c'était bon. J'aime beaucoup vos traits de caractère. On a des... Mais oui. Mais on n'est pas souvent blessés, nous. Non. Moi, j'ai un truc. Vous avez une bonne attitude. Moi, j'ai un truc. J'en fais le moins possible. Je reste assis. Jacques-Alexis Bernardin est le signataire de Tellement Hockey et il a une excellente attitude. Quoique blessé à l'occasion, mais justement... merci beaucoup, Jacques-Alexis. Je m'appelle Alexandre Coupal. Passez une bonne semaine. Sur tous les terrains et sur tous vos appareils, Radio-Canada Sport.